C'est parti les amis, merci à tous de nous retrouver, tous les rouleurs avec Polo et Robin, parce que aujourd'hui ça y est, c'est l'heure de faire un bilan, un gros bilan du Tour de France 2023. Voilà, ça fait 2 jours que c'est terminé, on a une petite nostalgie, comme à chaque fois c'est dur de tourner la page, mais voilà, on se retrouve ensemble pour faire un bilan et se tourner vers l'avenir, parce que ça va être un gros bilan du Tour de France aujourd'hui, plus se tourner vers l'avenir. Et maintenant, voilà, c'est la grosse question qu'on va se poser désormais et maintenant pour tous ces coureurs, pour Vingegaard, pour Pogacar, pour David Gaudu, etc., etc. Comment ça va, Polo? Comment ça va, Robin? Comment ça va, Paul? La forme? Ça va très bien, Joseph. Petite gueule de bois, toujours, hein, post-Tour de France. C'est pour ça que, contrairement aux années précédentes, on avait vraiment envie de revenir et discuter un peu avec vous, de réinstaller ce programme du mardi à 18h. Ceux qui nous suivent à l'année en ont l'habitude, ceux qui nous ont rejoints pendant le Tour de France le découvrent. Donc je suis content de vous retrouver. On va gentiment aller vers les vacances, mais il nous reste quand même deux, trois petits trucs à discuter au niveau cyclisme quand même. Bah ouais, bon, ça va, mon Robin, t'as pas trop le mal du Tour de France? Ça fait bizarre quand même, hein, parce que hier c'était lundi, tu pouvais prendre ça comme une journée de repos, mais c'est là que tu te rends compte aujourd'hui que ça redémarre pas en fait. Alors évidemment, il y a la course femme pour compenser un petit peu, mais on n'a plus de Vingegaard Pogacar, on n'a plus de sprint de Philipsen, on n'a plus les acteurs qui nous ont tenus en haleine pendant 3 semaines. On retourne plus non plus sur le plateau de Winamax tous les matins, donc je vous revois plus. Ça fait un peu bizarre quand même de se dire que le tour est fini. Et c'est un peu le cas chaque année, mais cette année peut-être encore plus que d'habitude parce que j'ai l'impression que j'étais encore plus dedans, moi. Ouais, c'est vrai qu'elle a été sympa cette couverture du Tour de France, et le Tour de France a été cool tous les jours. Ceci explique peut-être cela. On a le Tour de France femmes qu'on regarde bien évidemment. Et il y a eu aujourd'hui un raid solitaire qui a été quand même incroyable de la part de. Alors c'était Julie Van de Velde, voilà, de Phoenix de Koenig, qui a failli résister aux sprinteuses. C'était la troisième étape aujourd'hui. Elle a été reprise à 100 mètres de l'arrivée, en fait, hein. Je crois que c'est 100 ou 200, je ne sais plus exactement. Et du coup, c'est Lorena Vibes qui a gagné de SD Works. Et c'est Lotte Kopecky d'SD Works qui conserve le maillot jaune. Robin, je voulais juste te poser une petite question là-dessus. On a une Ouais. SD Works qui est le grand favori de ce Tour de France Femmes et qui démarre quand même pas mal, comme prévu, au rang où on l'attend. Ouais, exactement. Bah, c'est pas totalement une surprise. Déjà, au moins hier, on a eu une victoire de Liane Lippert qui fait que SD Works ne gagnera pas les 8 étapes de ce Tour de France. Mais C'est ouais, déjà une petite si victoire, tu es en train de nous dire? bah, non, pas forcément, mais ceux qui ont acheté l'équipe, pour lire le cahier spécial de dimanche, le jour du départ, il y avait, justement une grande page statistique faite par mes soins sur le sujet et Elle est en très fait, il y belle. a un écart énorme aujourd'hui entre SD Works et les autres. Ils ont gagné 3 fois plus que toutes les autres équipes. Et Demi Vollering à elle seule, si tu devais la mettre dans le classement par équipe, de la saison, elle serait 2e. Donc non, il y a vraiment une domination monstrueuse. Elles ont fait, 5, doublés sur les classiques, dont les plus grandes classiques, Tour des Flandres, Amstel, Strade Bianche, elles font 1 et 2 à chaque fois. Et puis sur le début de tour, on le voit bien. Hier, non, pardon, avant-hier, quand Lotte Kopecky part sur la première étape, il n'y a personne pour suivre. Et derrière, tu as 2, 3 coéquipières qui la couvrent. Et du coup, ça fait un maillot jaune avec une bonne avance. Hier, elle fait encore 2e. Aujourd'hui, il gagne le sprint avec une autre coureuse. Et quand on va arriver en montagne, ce sera sans doute pour Demi Vollering, même s'il y a Van Vleuten pour se bagarrer. Et quand on arrivera sur le chrono, ce sera sans doute pour Marlene Reusser. Donc, en fait, on va avoir, je pense, une démonstration des SD Works. Ça n'avait pas été le cas l'an dernier, mais cette année, je pense qu'on ne va pas y échapper. Belle petite team. Alors les amis, du coup, aujourd'hui, on est ensemble pour faire un gros débrief du Tour de France. Donc comme vous le voyez, on reprend le conducteur de la petite roue, départ fictif, dans lequel on va faire un gros débrief du Tour. On va, dans le peloton, faire un point sur la Fantasy Discord de ce Tour de France qui nous a tenus en haleine. Et on répondra en fait à toutes vos questions. Donc préparez vos questions. Et il y a évidemment les gros dossiers qu'on va faire dans le départ fictif avec Vingegaard, Pogacar, Gaudu, Pinot. Et il y aura d'autres éléments qui peuvent être très très intéressants. Voilà, des dossiers qui sont peut-être pas aussi gros, mais qui sont tout autant intéressants. Donc, la foire aux questions, ce sera dans le peloton. Et on terminera en se faisant plaisir avec des petits qui suis-je avec vous les rouleurs, les amis. Donc, n'hésitez pas à participer à un maximum. Comme d'habitude, on prend vos questions en direct. On est sur Twitch ensemble pour ça, pour prendre toutes vos questions. Alors, les amis, on va donc revenir sur ce Tour de France 2023, dont je vais remettre le classement final, la victoire de Jonas Vingegaard avec plus de 7 minutes d'avance sur Tadej Tu aurais Pogacar. pu mettre Adam le Yates, top 11, hein.
J'aurais pu mettre le top 11 effectivement, T'abuses avec un peu, Thibaut Pinot Joseph. qui est 11e. Et donc Adam Yates qui est 3e, donc 2 UAE sur le podium. Les frères Yates qui sont 3e et 4e. Carlos Rodriguez, un jeune qui finit 5e. Peyo Bilbao qui va terminer à la 6e place alors qu'il n'était pas leader à la base. Jane Lay qui était un de nos favoris quand même pour le podium à la fin de la première semaine, et a quand même dégringolé. Félix Gall qui va chercher une très belle 8e place. David Godu 9e. On fera un bilan de la Groupama FDJ. Et Guillaume Martin qui va chercher la 10e place. Il y en a beaucoup dans le chat qui commencent à parler un peu de plein de sujets de la Vuelta, et on abordera ça parce qu'en fait, on va faire un gros débrief en se tournant vers l'avenir et en se posant notamment plein de questions autour de la Vuelta aussi, des championnats du monde, de la Classica San Sebastian. Il y a plein de courses qui arrivent et très très vite. Donc forcément que tous ces coureurs ont des programmes, et certains, on va essayer de vous expliquer un peu qui fait quoi. Jonas Vingegaard, donc les gars qui remporte ce Tour de France avec plus de 7 minutes d'avance. Et là, du coup, on se tourne vers l'avenir, les gars. On va continuer à faire ce et maintenant. Robin, est-ce que ce Pogacar peut espérer à l'avenir désormais véritablement être au même niveau en termes de favoris que Jonas Vingegaard? C'est sûr que l'année prochaine, au départ du Tour, on risque de mettre Jonas Vingegaard favori parce qu'il aura montré sur les 2 années précédentes que c'est lui le plus fort. Après, ça dépendra aussi évidemment de la préparation des deux. Mais Pogacar a perdu l'avantage et a perdu 2 fois, on va dire, face à Jonas Vingegaard. L'année dernière et cette année, j'estime pas qu'il avait gagné en 2021 pour le coup, puisqu'on avait un Vingegaard qui démarrait en tant que coéquipier de Roglic et qui n'avait pas été dans la bagarre. Donc oui, on peut dire qu'il y a 2-0 pour Vingegaard. Est-ce que ça veut dire que Pogacar ne peut pas être au niveau de Vingegaard? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même cette année l'excuse entre guillemets de la préparation tronquée que moi j'ai envie de croire parce que le Tadej Pogacar qu'on a vu à la Lose, c'est un Pogacar qu'on n'avait jamais vu. Même dans d'autres moments difficiles pour lui dans sa carrière, on n'a jamais vu un Pogacar 22e sur une arrivée comme ça et prendre 6 minutes. Voilà, même au Granon, quand il craque, je crois qu'il finit dans les 10 premiers et pas 10e, il me semble. Donc, il perd ce jour-là 3 minutes sur une étape aussi dantesque où il avait fait en plus des erreurs tactiques. Là, il n'y a pas d'erreur dans la journée et il mange 6 minutes sur une grosse défaillance. Donc, j'ai envie de croire un peu l'argumentaire de UAE, de Gianetti, de son entraîneur Inigo San Milan. Et clairement, on va l'attendre au tournant l'année prochaine. On espère qu'il n'aura pas de problème dans sa prépa. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le duel Pogacar-Vingegaard avec un Pogacar qui n'a pas de problème dans les mois qui viennent, qui précèdent pardon, le Tour de France, et où en gros, on n'aura aucune excuse pour se cacher ni d'un côté ni de l'autre. Oui, j'allais me lancer, mais je pensais que tu allais rebondir, Joseph. Non, non, Excuse-moi. vas-y. Je suis assez d'accord avec Robin. En tout cas, une chose est sûre, et dans le chat, je suis assez surpris de lire ça, c'est que il faut absolument que Tadej Pogacar revienne l'année prochaine sur le Tour de France pour 2 raisons. La première, c'est qu'il doit nous offrir ce duel avec Vingegaard parce que j'ai peur qu'aujourd'hui, derrière Vingegaard, ce soit vraiment le désert de Gobi. Personne n'est au niveau de ces deux-là. Et si Pogacar ne se présente pas sur le Tour, où Vingegaard a déjà dit qu'il irait se présenter, j'ai peur qu'on assiste à 3 semaines vraiment terribles pour la lutte au classement général. Et pareil, presque pour le Giro ou la Vuelta, potentiellement, si Pogacar s'y inscrit. Parce que là aussi, Pogacar sera supérieur aux coureurs qui vont participer à ce Tour de France, à ces différents tours, pardon. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir des gros écarts de niveau, que ce soit du coup sur le Tour de France, mais aussi sur les courses auxquelles participe Pogacar et pas Vingegaard. Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète, parce que je pense quand même que Pogacar ira sur le Tour de France l'an prochain, quitte à faire un deuxième grand tour dans l'année. On verra comment va s'articuler son calendrier. Mais moi, il faut absolument que les deux soient sur le Tour, et que les deux, au mieux, parce que comme le dit Robin, cette année, Pogacar n'était sûrement pas à son meilleur niveau, que les deux arrivent 100% prêts, 100% à leur meilleur niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que Pogacar arrête de participer au classique et au monument de début de saison, mais au moins qu'il puisse faire une préparation correcte, qu'il ne soit pas gêné par une blessure ou par des problèmes personnels ou quoi que ce soit. Donc, j'espère vraiment retrouver les deux au top pour nous offrir vraiment enfin un duel où cette fois, on ne trouvera pas d'excuses à Pogacar comme on en a pu en trouver cette année ou l'année dernière. L'année Euh, dernière, il n'a pas d'excuse. L'année dernière, c'est pas. C'est
c'est très différent de cette année. C'est juste qu'il perd sur une erreur tactique et on peut estimer que Jonas Vingegaard gagne avec l'aide de son équipe vachement plus prépondérante que cette année. Cette année, Vingegaard, il gagne un peu tout seul, on va dire. Enfin, il y a pas le jeu d'équipe qu'il y a eu l'année dernière avec Primoz Roglic, qui avait d'ailleurs piégé Tadej Pogacar. Et c'est de la faute de Tadej Pogacar s'il s'était laissé piéger, mais c'était aussi très bien joué de la part de Jumbo. Je suis d'accord avec toi, Polo. Faut surtout pas qu'on ait un Pogacar qui fait Giro Vuelta et Vingegaard qui fait que le Tour l'année prochaine, sinon on va s'ennuyer sévère sur les 3 grands tours. En revanche, je rejoins pas ceux dans le chat qui disent que Pogacar doit s'économiser davantage, ne pas faire les classiques par exemple. C'est Sifodias qui dit il est trop fort, il en fait trop toute l'année. Il faudra plus s'économiser au détriment d'autres courses. Je pense vraiment pas. C'est pas le mode de fonctionnement de Tadej Pogacar et c'est marrant, c'est un sujet dont on parlait avec Joseph il y a quelques jours, c'est que Jonas Vingegaard, il a accepté aujourd'hui d'être ce coureur qui ne pense qu'au Tour de France. Il le dit lui-même d'ailleurs dans les interviews après les Champs-Élysées. Dès la révélation du parcours du Tour en octobre, il ne pense qu'à ça. Et il ne pense même quasiment qu'au chrono de Combloux et à l'étape de la Lose qui sont censés lui convenir. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas adaptable à tous les coureurs. C'est adaptable à un certain nombre de mecs qui décident de tout miser, de faire toute leur saison sur le Tour. Mais un Tadej Pogacar, je suis assez persuadé, ne peut pas réfléchir comme ça. Et d'ailleurs, il l'a déjà expliqué, il a besoin de sentir qu'il peut faire des trucs sur toutes les courses où il s'aligne. Et par exemple, il n'est pas capable, comme un Jonas Vingegaard, de se pointer à Paris-Nice sans être en forme, sans jouer la victoire. Il a besoin de jouer la gagne, il a besoin de faire les classiques. Ça lui donne un répit mental aussi. Et ça, c'est pas anodin. Et tout simplement, si on essaie de faire rentrer dans le même schéma que Vingegaard, un coureur qui n'a pas l'état d'esprit, la mentalité pour, ça ne peut pas fonctionner. L'exemple le plus extrême, ce serait peut-être un Thibaut Pinot, mais voilà, un Thibaut Pinot ne peut pas, par exemple, avoir le mode de préparation et le mode de course d'un Jonas Vingegaard. Bon, bah, pour Pogacar, c'est pareil. Et son entraîneur, d'ailleurs, Inigo San Milan, disait il y a quelques semaines, il y a quelques jours, qu'en fait, après les classiques, Tadej Pogacar, il avait les meilleurs chiffres qu'il a jamais fait. Que faire les classiques, en fait, a fait de lui un meilleur coureur, à un point que les classiques deviennent positifs pour Tadej Pogacar et pas du tout un handicap pour la suite de sa saison. Donc, je pense qu'il va retourner sur les classiques. J'en suis très heureux parce que ça offre honnêtement un spectacle dingue et c'est le genre de truc qu'on aime voir quand même. Et il faut comprendre que Pogacar, s'il essayait de faire du Vingegaard, je pense qu'il se planterait encore plus. J'ai mis un sondage. Déjà, il y a eu un premier sondage dans lequel vous vous montrez plutôt optimiste pour l'avenir de Tadej Pogacar sur le Tour de France. Est-ce qu'il a encore une chance de gagner contre Vingegaard? Vous répondez oui à 87%. Il sera heureux de l'apprendre. Je vais vous bombarder de sondages pendant toute cette émission. Je vous en ai mis un deuxième. Pogacar doit-il faire moins de classiques? Pour le moment, vous dites non à 63%. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec Robin. Polo, je vais te poser la question juste avant. Je voulais quand même rappeler une décla effectivement qui a été mise dans le chat et qui est intéressante, c'est que Vingegaard a dit que Pogacar était le meilleur coureur du monde et que lui était le meilleur coureur du Tour de France. Ces dernières années, on a eu finalement très très peu, voire je me demande si c'est pas du tout, hormis Pogacar lui-même, de coureurs qui en début de saison faisaient les Flandriennes ou les Ardennaises et qui étaient présents pour gagner le Tour de France. Est-ce que Pogacar peut gagner contre ce Vingegaard-là en faisant les Flandriennes? Parce que là, il atteint son meilleur niveau sur les Flandriennes. Derrière, il se blesse effectivement, mais reste à savoir s'il aurait continué à avoir ce pic de forme pour le Tour de France. Mais Polo, est-ce que c'est pas impossible de battre ce Vingegaard si on ne se concentre pas uniquement sur le Tour de France? Ouais, il y a plusieurs réponses à ta question, Joseph. Je vais aller sur la première qui me vient en tête, l'idée de battre Jonas Vingegaard, quelle que soit la préparation des coureurs et la manière dont ils arrivent sur ce Tour de France. J'ai quand même l'impression qu'on oublie que Jonas Vingegaard est un coureur extraordinaire, un coureur qui n'a pas de faille, mis à part peut-être psychologique. Et quand tu viens de gagner un deuxième Tour de France, je peux te dire que l'année prochaine, il y en aura peut-être encore moins. Vingegaard est trop fort. C'est le meilleur en montagne, c'est le meilleur rouleur. Il n'y a pas grand-chose à faire contre lui quand il est à 100%. La première réponse à sa question, c'est ça, Joseph. Est-ce que Pogacar peut battre Vingegaard? Pour le Moi, moment, la réponse est non, comme même, ça, de but en même, blanc. Ce que même je avec une comprends. préparation tournée uniquement autour du Tour de France, j'en suis vraiment pas persuadé. Pendant 2 semaines, il a fait jeu égal.
Pendant 2 semaines, il a fait jouer les gars avec un Vingegaard qui visiblement, contrairement à lui, en avait largement sous le capot. C'est un Tour de France, Robin, je vais pas te l'apprendre, toi, le grand connaisseur du cyclisme, c'est 3 semaines, ce n'est pas 2. Oui, mais Non, mais j'ai pas l'impression qu'on avait un Vingegaard qui ce que je était veux dire, c'est que tout en maîtrise. l'année dernière, Pogačar n'a jamais réussi à lâcher Vingegaard. Cette année, Pogačar n'a jamais réussi à lâcher Vingegaard plus de 5 secondes. Allez, 20 secondes, 20 secondes à Cotterêts, je te l'accorde pour celle-là. Il va falloir faire un peu Merci, plus. c'est gentil. Il va falloir faire un peu plus quand même pour gagner un Tour de France. Et puis, il y a l'autre aussi, pendant de ma réponse, c'est que Pogačar ne doit pas changer. Et Robin, là, je le rejoins là-dessus, il ne doit pas changer sa manière de courir, il ne doit pas changer son calendrier, il ne doit pas changer ses objectifs. Et même moi, aujourd'hui, personnellement, je préfère avoir Tadej Pogačar gagner Paris-Roubaix que gagner le Tour de France, par exemple. Moi, je préfère ce type de coureur capable de gagner partout. Alors Ah après, ça, sur le spectacle, on est d'accord, les gars. Pogačar a déjà prouvé que, notamment en 2021, qu'il pouvait être monstrueux sur la période de classique et aussi être monstrueux sur le Tour de France. Est-ce que face à Vingegaard, tu peux encore te permettre de faire ça? C'est une question à laquelle moi je pense que non. En fait, Mais la par contre, réponse, on l'aura, Polo, quand Pogačar, on oui, l'espère l'année prochaine, réussira à faire une saison classique aussi bonne que cette année et à enchaîner un Tour de France sans avoir de galère comme il a eu cette année. Mmh, Et s'il se fait taper de nouveau l'année prochaine, on pourra dire en effet, ça semble impossible. ouais. Mais pour l'instant, on Mais ne l'a pas eu. mais c'est tu ça vois, et j'y il y crois pas a trop personnellement. Justement et en fait, moi, bon, vous avez bien compris que mes questions, pour Robin et Polo sont, assez orientées, sur l'idée que je défends moi, que, c'est aujourd'hui très compliqué de battre Vingegaard sur le Tour de France, sans se concentrer à 200 sur le Tour de France. Pas nécessairement pour une question de forme, mais c'est plus une question de concentration psychologique où j'ai vu un robot, Vingegaard être, plus qu'à 200 d'ailleurs. C'était, pilote automatique, dans la roue de Pogacar en permanence, puis réfléchir uniquement par rapport au Tour de France. Et Et c'est donc, aussi, excuse-moi, je te coupe, désolé, parce que c'est aussi une question de sacrifice. Ça se trouve, Pogacar rêverait d'aller gagner Liège-Bastogne-Liège, d'aller se montrer sur les Ardennaises, de monter le Vingegaard, tu veux dire? podio. Vingegaard Vingegaard, en pardon, rêverait. oui. On ne sait pas, et peut-être que tous ces sacrifices-là, il les fait pour gagner le Tour de France. Et ça, c'est quelque chose que Pogacar ne peut pas, mais surtout ne doit pas faire, je pense, pour le spectacle dans le non, non, cyclisme. je comprends. Après, je vois pas trop sur quel, classique Vingegaard pourrait aller, étant donné son profil Au moins pour la aller en flèche. gagner une. Mais même s'il se ferait taper, La mais Flèche, Liège aussi, C'est hein, ça, je vois pas comment, c'est ça qui est je vois pas compliqué. comment il serait pas au moins dans l'emballage final, sur Liège-Bastogne-Liège non plus, hein, et le Tour Après, de c'est pour Lombardie pareil. gagner le truc, mais je suis d'accord. Enfin, c'est plus s'exposer à une potentielle chute et à son âge, avec ces objectifs-là, est-ce qu'on peut encore s'exposer à ce risque-là? Parce que c'est sur Liège-Bastogne-Liège, en prenant de tels risques, que Pogacar a chuté. Après, je Ouais, c'est pour conçois ça que que je te parle de c'est non, sacrifice Pogacar, de il chute parce que la route, elle a éclaté. Non, non, mais franchement, tu oui, mais t'exposes à des ouais, mais c'est voilà, ça, mais il tu oui, mais participe t'exposes au à des tour. risques. S'il Vingegaard, il participe Vingegaard, à arrête il cette pas de fait course, il tomber. chute pas, quoi. oui, Vingegaard, il fait le tour du Pays Basque où il y a des parcours régulièrement catastrophiques, des arrivées en descente dans des villages où C'est c'est quand même n'importe quoi, où reconnais il y que a c'est quand parfois des même un chutes, peu moins tendu sur des grands tours et sur enfin même pas sur des grands tours, sur des tours d'une semaine que sur des classiques comme celle à laquelle Pogacar participe. ouais, Regarde, je sais pas, je sais on pas. a Sur les classiques, oui, C'est là, pas tu as moins une chute de tendu? Pogacar, mais là, c'est pas de chance, Psychologiquement, tu c'est vois? pas plus dur? Honnêtement, il y a longtemps eu cette réflexion sur les Flandriennes, sur les pavés, parce que sur les pavés, on disait qu'il y avait plus de chutes et que, quand tu tombes sur les pavés, tu te fais vite une clavicule. Mais sur un Liège-Bastogne-Liège, j'ai jamais eu l'impression que ça a été la réflexion de: «Je ne veux pas chuter». J'ai l'impression que la Mmh. réflexion, c'est plus, soit ça ne correspond pas à mon profil et beaucoup de vainqueurs du Tour pensaient que c'était pas une course qui était faite pour eux, ou alors trop compliqué d'être, en forme au mois d'avril, parce qu'on mise tout vraiment sur la forme du mois de juillet. Ce que je peux entendre, il y a des coureurs qui sont sans doute pas capables et Tadej Pogacar a sans doute une capacité, meilleure que les autres à être en forme à plein de moments différents dans la saison. Après moi, je suis vraiment persuadé honnêtement que Tadej Pogacar peut tenir, Jonas Vingegaard et aurait pu faire le match pendant 3 semaines. J'ai hâte de voir l'année prochaine si ce sera le cas justement, parce que je suis assez persuadé qu'on n'est pas passé loin d'avoir ce duel jusqu'au bout. Il est, pas bien du tout sur l'étape de la Lose, mais je pense que si on a le Tadej Pogacar, normal des 2 premières semaines et du Markstein,
bah, en fait, dans la Lose, ça fait comme les étapes de montagne précédentes, c'est-à-dire que les deux, ils se lâchent pas ou alors à 5 secondes près. Et sans doute qu'en fait, il n'était pas bien, c'est ce qui est ressorti, dès le contre-la-montre. Et en fait, on peut imaginer que s'il avait du coup été dans un état de forme là aussi correct, il aurait peut-être perdu du temps, mais il aurait perdu du temps de manière très raisonnable et du temps qui, entre guillemets, aurait été peut-être rattrapable. Donc moi, je pense vraiment qu'on n'est pas passé loin d'avoir le duel jusqu'au bout et que l'année prochaine, avec une préparation qui n'est pas tronquée, je suis à peu près On peut sûr espérer. qu'on l'aura ce duel et que chacun aura évidemment un petit avantage sur certains trucs, mais rien que l'histoire des bonifs, quand tu vois que Tadej Pogacar sur ce Tour de France, il est capable de prendre quasi 40 secondes de bonif contre seulement une quinzaine pour Jonas Vingegaard, bah, ça fait quasi 30 secondes d'écart. Voilà, Tadej Pogacar, il sait qu'il démarre le Tour de France avec quasi 30 secondes déjà de rab grâce au bonif. Si malgré ça, tu me dis qu'il n'est pas capable de tenir Jonas Vingegaard sur 3 semaines, je trouve ça inquiétant. Moi, c'est là où avec Robin, on n'est vraiment pas d'accord. C'est que moi, c'est pour ça que je parlais un peu d'excuses à chaque fois pour Pogacar depuis 2 ans. Qu'à chaque fois, il y a un truc, il est pas bien, il a été abandonné par ses coéquipiers, il n'a pas été bon stratégiquement, etc. Le problème, c'est qu'à côté, tu as quand même un coureur qui, lui, est bien tout le temps. Tu n'as pas le droit à l'erreur avec lui. Et Pogacar fait partie de ces coureurs. C'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment et que beaucoup de gens le préfèrent, notamment au pragmatisme d'un Vingegaard. C'est que voilà, lui aussi, il a ses hauts, lui aussi, il a ses bas. Il gagne beaucoup, mais il ne gagne pas tout le temps. Il gagne avec la manière, mais parfois, il perd aussi dans les grandes largeurs. La question, c'est que oui, alors évidemment, et là je te rejoins, Robin, il était pas bien, je pense, sur la Lose, c'est sûr, sur le contre-la-montre, il y a des chances. Le problème, c'est qu'il était pas bien. C'est ça le problème. Contrairement à un Vingegaard, à une Jumbo qui ne laisse rien au hasard, qui n'a jamais un coup de moins bien, qui fait jamais une erreur stratégique trop importante, et qui est sûr de sa force et surtout gagne, quoi, tu vois, même psychologiquement, ça fait 2 ans qu'elle gagne en fonctionnant comme ça. Donc, évidemment que j'espère un vrai duel et que j'espère que Pogacar serait capable de le tenir sur 3 semaines. Le fait est que, depuis l'avènement de Vingegaard, donc comme toi, hein, j'enlève aussi, ce Tour 2021, Mmh. j'ai jamais l'impression, je crois pas, j'ai du mal à m'imaginer un vrai duel, jusqu'au bout des 3 semaines entre ces 2-là. J'ai l'impression que Vingegaard est plus fort. Je vous ai mis un petit sondage, pour faire un peu le point sur cette victoire de Vingegaard qui, et bah, de ce qu'on en ressent, laisse, finalement assez peu d'émotion, à des potentiels supporters de Jonas Vingegaard. On sent qu'il y a peut-être un peu plus de supporters de Tadej Pogacar, et moi je voulais juste vérifier, rapidement sur un sondage et là je vois, bah, que, c'est plus du 70-30. Je pensais un peu plus donc je voulais savoir un peu quelle trace ça pouvait laisser, cette victoire de Jonas Vingegaard. Après, on l'estimera peut-être un peu plus dans le temps, cette victoire. Et c'est pour ça que je ne voulais pas directement vous poser la question, Robin et Paul, mais je voulais vous poser la question à vous dans le chat via un petit sondage et je vais attendre qu'il soit terminé pour revenir dessus. En attendant, pour la suite et le prochain Tour de France, les gars, est-ce que vous estimez qu'un Remco Evenepoel, par exemple, peut se situer dans cette hiérarchie-là, plus sur la hiérarchie de Pogacar pour le moment ou celle de Jonas Vingegaard ou entre les deux ou derrière? Ni entre les deux, ni Pogacar, bien en dessous. Pour moi, il n'est pas encore du tout dans la bagarre. Alors j'ai hâte de voir l'année prochaine s'ils sont tous les trois sur le Tour de France. Ça répondra en partie à nos questions, même si une seule édition ne voudra pas tout dire. Mais pour le moment, Remco Evenepoel, pour moi, il est à des années-lumière de ces deux-là. Parce qu'en haute montagne, on ne l'a jamais vu face à eux. Et en revanche, on l'a vu face aux autres et il a moins de marge que ce que ces deux-là ont par rapport aux autres. Il est exceptionnel, Remco Evenepoel, mais pour moi, aujourd'hui, il n'est pas dans la catégorie de Pogacar et Vingegaard. Et on va le voir sur la Vuelta déjà, là, cette année. On va voir s'il arrive à confirmer sa victoire de l'an passé face à une grosse armada Jumbo-Visma. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir le rôle de Vingegaard sur cette Vuelta, s'il se met au service de Roglic ou pas du tout. Et puis déjà, voir le niveau de Remco par rapport à Roglic, mais c'est un bon indicateur. Et l'année dernière, tu vois un Remco Evenepoel qui, par rapport à Roglic, c'est pas aérien. Au moment où Primoz Roglic abandonne la Volta, il y a plus qu'1 minute 20 d'écart entre les deux. Remco a régulièrement perdu du temps en montagne et on parle de Primoz Roglic. Pareil sur le Tour de Catalogne cette année où Remco a
quasi pas réussi à lâcher Primoz Roglic et fait deuxième du Tour de Catalogne. Voilà. Est-ce qu'on imagine que Primoz Roglic est dans la catégorie de Pogacar et Vingegaard aujourd'hui? Moi, j'imagine que non. Du coup, mathématiquement, Remco non plus. Moi, je suis complètement d'accord avec Robin pour une fois. Sondage. Pour une fois. Pour une Sondage, les fois dans gars. cette émission, on se raccorde sur beaucoup de choses. Mais complètement d'accord avec Robin. Je pense que là, il y a vraiment des hiérarchies. Pour moi, alors Robin ne sera pas d'accord. Tu vois, il fallait bien qu'on y revienne. Pour moi, il y a Vingegaard. Je te parle sur des courses de 3 semaines, hein, sur des coureurs de grand tour qui jouent le maillot, le classement général. Pour moi, il y a Vingegaard, derrière, il y a Pogacar. Et derrière, tu retrouves un groupe dans lequel je mets Roglic, dans lequel j'ai envie de mettre Remco aussi. Mais voilà, comme le dit Robin, il y a un monde, je pense, encore entre le Slovène et le Danois par rapport aux Belges. Par contre, Remco Evenepoel est sur quand même une pente ascendante, vient de gagner aussi la Vuelta. J'ai envie de le voir en défendant son titre face Pourquoi justement, il va comme le dit là-bas, Robin. Polo, selon toi? Parce que c'est plutôt inattendu. Il y va là-bas comme un défi pour essayer de se mettre un peu en danger? Bah, déjà, il a un titre Mais on à. parle de Remco, Joseph. Ah, pardon, ok, je croyais que tu parlais de Vingegaard. Excuse-moi, Ah j'ai oui, cru que tu OK, avais du coup, switché. j'ai pas compris. Désolé, Bah, je pourquoi il sais pas pose pourquoi cette question, Vingegaard y ce va, con? mais moi, je pense que Vingegaard à 70 peut gagner cette Vuelta haut la main. Donc, comme le dit Robin, ce sera intéressant de voir quel rôle il aura. Il aura une grosse équipe avec Roglic avec lui. Roglic, des Vuelta, il en a déjà pas mal. Je suis pas sûr que si Vingegaard soit plus fort que lui, qu'il aille lui titiller le leadership non plus. Ce sera intéressant de voir. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Remco sera pas de la bataille avec eux deux. J'espère me tromper pour le suspense et pour ajouter finalement un troisième larron Ça, c'est les noms qui à vont ce duo de. participer à la Volta, d'ailleurs, Polo, Duo, je ouais, te donne. il y a une vraie belle start list. Mais moi, ouais, comme le dit Robin, je pense encore que Remco est un tour en dessous. Alors, ça ne veut pas dire que d'ici 1 ou 2 ans, ce ne sera plus le cas. Mais à l'heure actuelle, il y a un écart. Il y a un vrai écart. Oui, et puis j'en vois certains dans le chat qui parlent qui dit: «Je vois pas pourquoi il pourrait pas rivaliser». Je cherche le message. Quelqu'un qui dit: «Il a déjà gagné un grand tour, je vois pas pourquoi il pourrait rivaliser» ou «Vous sous-estimez trop Remco Evenepoel». Tous les mecs qui ont gagné des grands tours ne sont pas en mesure de rivaliser avec Vingegaard et Bah, les Pogacar. Yates. Les L Yates sont un exemple voilà. parfait. Tu prends Simon Yates, tu prends Geraint Thomas, tu prends Egan Bernal. Bon, évidemment, il a eu son accident. Tu prends Jay Hindley, Mmh. Richard Carapaz, voilà, tous ces mecs-là, ils sont pas capables de rivaliser avec Vingegaard et Pogacar. Et certains, ils en sont très, très, très loin. Remco Evenepoel, il a fait une super Volta l'année dernière, c'est très bien, mais c'était face à Primoz Roglic qui était son plus grand adversaire et il lui a pas mis très, très cher. Sur le Giro cette année, il était bien parti, mais il n'y avait pas encore eu la montagne. Il avait fait la différence sur les contre-la-montre et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un énorme rouleur, peut-être même meilleur que Vingegaard et Pogacar, mais quand tu vois le parcours de cette année avec 22 km, je pense pas qu'il y aurait eu une grosse différence, surtout vu le contre-la-montre de Jonas Vingegaard. Et les deux, c'est quand même pas des peintres en chrono. Et sur les autres courses par étapes de Remco Evenepoel, il n'est pas aérien. Au Tour de Suisse cette année, il fait troisième. Au Tour de Suisse de l'année dernière, il fait 11e en préparation, en fin de première partie de saison, on va dire. Et il n'a jamais été une machine sur les courses par étapes. L'année dernière sur Tirreno, où il aurait pu justement être un peu en bagarre avec Tadej Pogacar, il termine 11e, très très loin, alors que Jonas Vingegaard, lui, termine deuxième de Tirreno. Je veux dire, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une course par étape où on s'est dit, tiens, Remco est en effet du même bois que Pogacar et Vingegaard. Alors oui, il a une Mmh. grosse marge de progression, mais aujourd'hui, il n'est pas du tout dans la même catégorie. Comme dit Polo, moi, je mets une première catégorie qui est Vingegaard-Pogacar, une deuxième qui est Remco-Roglic, et une troisième qui est le reste du monde. Une dernière question avant de passer à David Gaudu. Le team UAE a été pointé du doigt pour une certaine faiblesse, c'est surtout comparé relativement à l'équipe Jumbo-Visma. Pourtant, il y a Adam Yates qui a fait troisième de ce Tour de France. Est-ce qu'à l'avenir, si Pogacar vise le Tour de France, il faut absolument que le team UAE arrive avec Adam Yates et avec un troisième homme très fort comme on a vu Van Aert et Kuss par exemple chez Jumbo Visma. Est-ce qu'il faut ramener par exemple, ils ont des coureurs comme Almeida, Ayuso. Est-ce qu'il faut un peu mieux entourer Tadej Pogacar? Moi, je suis pas persuadé. Je pense que Tadej Pogacar,
comme Vingegaard d'ailleurs a tout ce qu'il faut dans son équipe, notamment cette année. Évidemment, on peut titiller, par-ci par-là. Peut-être que Grossschartner, il y a peut-être mieux à trouver dans le profil, en tout cas dans le rôle qu'il avait sur ce Tour de France. Peut-être que dans la plaine, on pouvait aussi faire mieux, même si les Trentin, les Langen et cetera ont fait quand même un travail, monstrueux. Oui, tu peux rajouter Almeida, mais Almeida, dans le rôle, il prendra la place d'un Yates finalement. Ayuso, faut voir aussi parce que ça se trouve l'année prochaine, on parlera peut-être de lui comme un potentiel, leader, sur Grand Tour. Enfin, c'est déjà un potentiel leader sur Grand Tour sur toutes les courses où Almeida et Pogacar ne participent pas. Mais, je ne sais pas si la présence d'Almeida ou même d'Ayuso aurait pu changer quelque chose aujourd'hui quand on voit le niveau d'Adam Yates et quand on voit le niveau global de son équipe qui a toujours répondu présent au moment clé. Peut-être à part, au Grand Colombier quand ça a vraiment roulé pour l'étape et qu'on s'est un peu raté. Mais après ça, la perte du Tour de France de Tadej Pogacar, elle est due à lui et à Mmh. lui-même. Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus pour ses coéquipiers. Marc Soler a été dans son rôle très bien aussi. Non, non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse, imputer quelque chose à UAE. Certes, elle est moins forte que la Jumbo, je pense, mais pas de beaucoup et ça reste la meilleure équipe, en tout cas sur ce Tour de France derrière la Jumbo, ça reste la meilleure équipe. Robin? Ouais, bah, ils peuvent se renforcer, c'est sûr, mais de toute façon, tu vas pas renverser le rapport de force en 1 an, hein. Ils étaient meilleurs que l'année dernière, mais l'année prochaine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le mercato. Ils seront toujours derrière Jumbo-Visma, qui est une équipe, monstrueuse, honnêtement. Kelderman, Kuss, c'est plus fort que Maïka, que Grossschartner. Kuss est, on va dire, du niveau d'Adam Yates ou quasiment. En tout cas, il est aussi, il s'est plus sacrifié, je dirais, mais il m'a pas moins impressionné qu'Adam Yates. Et Kelderman était le meilleur deuxième équipier. Mmh. Pogacar n'avait pas un deuxième mec aussi fort que ça à côté de lui. Et bah, ils ont Van Aert chez Jumbo, ils ont Laporte qui est capable de faire un boulot monstre aussi, qui sont pour moi bien au-dessus de ce que l'on peut avoir Vegard Langen, de Bjerg, de ces mecs-là, voilà, parce qu'ils tout simplement ils grimpent mieux. Donc bon, pour moi, tu vas pas renverser le rapport de force en 1 an. Après, pour ce qui est des grimpeurs, comme a dit Polo, il y a du matériel avec Ayuso, Almeida, McNulty qui n'était pas sur ce Tour de France. Voilà, si jamais on n'a pas été convaincu par notamment un Solaire que j'ai pas trouvé dingue moi dans ce Tour de France, et bah, il y a de quoi le remplacer d'ici l'année prochaine par d'autres mecs qui sont déjà dans l'équipe, quoi. OK, OK. Bon, très intéressant. On avance un peu les gars avec, un gros dossier, celui de David Gaudu, qui est, notre plus, grosse déception, hein. Ça fait mal au cœur de voir un David Gaudu 9e du Tour de France quand il vise le podium. On y croyait, en tout cas pour une 4e, une 3e place. Véritablement, on mettait beaucoup d'espoir en David Gaudu parce qu'on, sait de quoi il est capable. Aujourd'hui, il est 9e du Tour de France. Quelle doit être l'ossature, alors de sa fin de saison peut-être, Vuelta, pas Vuelta, ça va être une réponse rapide de votre part, mais ce qui va être très intéressant, c'est plutôt pour l'année prochaine. Quel défi est-ce que, David Gaudu doit aller chercher en ayant à l'esprit que Marc Madio a dit et répété que la Groupama FDJ continuerait à viser le classement, général sur le Tour de France? Robin? Moi, je trouve ça logique de continuer à viser le général. Pour la Vuelta, je t'avoue, j'ai pas trop d'avis. Je pense que de toute façon, la saison de David Gaudu, elle était axée sur le Tour et que là, ça va lui coûter un petit peu d'énergie. Je pense qu'il a plus besoin de repos et de digérer que d'aller tout de suite sur une autre course. Mais pour moi, je trouve que c'est pas ça le plus crucial. En revanche, continuer à jouer le classement général, c'est totalement logique. Déjà, tu t'arrêtes pas quand tu es un coureur de classement général et que tu mises là-dessus depuis des années, tu t'arrêtes pas après un échec. Un échec en plus où il fait 9e. Donc je suis totalement d'accord pour dire, moi, c'est ma déception du Tour de France, David Gaudu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter et arrêter d'être un coureur de classement général. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine avec des choses à changer, évidemment, parce que l'idée, c'est pas de refaire 9e dans 1 an. Donc pour Euh, toi, un, il continue le ouais, classement général. Ensuite 2, quelle ossature pour sa saison prochaine selon toi? bah, je sais pas exactement ce qu'il faut changer. Ça, c'est à ses entraîneurs de trouver la solution. Ce qui est sûr, c'est que ça a pas fonctionné. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on dit David Gaudu, a les mêmes chiffres que l'année dernière, donc tout va bien entre guillemets. Non, David Gaudu doit progresser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant le Tour, mais à 26-27 ans, tu dois être dans une phase de progression, pas de stagnation. On parle pas d'un mec qui est, plus de trentenaire et qui a déjà, laissé passer ses meilleures années. Donc pour moi, il est là le défi pour David Gaudu. Il doit l'année prochaine être meilleur à titre individuel que les autres
Et s'il est meilleur, théoriquement, il peut remonter dans la hiérarchie. En tout cas, s'il stagne, s'il a les mêmes chiffres que cette année, sachant que c'est déjà les mêmes chiffres que l'année dernière, bon, bah, il va encore perdre des places dans la hiérarchie des grimpeurs. En plus, on avait un Tour de France cette année qui était très favorable pour les grimpeurs, avec très peu de chronos. Ce sera peut-être pas le cas l'année prochaine. C'est même assez peu probable parce que cette année, c'était un peu un record. Donc voilà, il faudra s'adapter à ça aussi. Moi, j'attends pas de David Gaudu qui devienne un gros rouleur, ça se sera jamais. Et puis, c'est pas très grave, Sa c'est pas là meilleure qu'est étape, c'est le l'enjeu. chrono cette année. Ouais, en plus. Mais ce que j'attends, c'est que David Gaudu soit dans les 5 meilleurs grimpeurs en montagne. Donc, il sera ni premier ni deuxième parce qu'il y a les deux autres. Mais voilà, il doit prendre une des 3 places qu'il y a derrière. Et cette année, ce n'était pas le cas. Donc, c'est là-dessus que je l'attends. Et pour continuer à jouer le classement général, évidemment, l'année prochaine, il va le faire. Après, la question, ce sera est-ce que tu continues après l'année prochaine? Soit l'année prochaine, il est dans les temps de passage des Yates, des Hindley, des Carlos Rodriguez qu'on a vu cette année faire un très bon Tour de France, tout cela. Et dans ce cas-là, qu'il soit troisième du tour ou sixième, ça ne change pas grand-chose. Il est dans ce groupe-là, il est dans le match et il faut continuer. Ou alors, il refait de nouveau une place en étant, on va dire, dans le troisième wagon, voire certains jours quatrième wagon. Et là, il faudra se poser des questions. Ouais. C'est une excellente question. Moi, je me la pose encore. Alors déjà, la Vuelta, moi, j'aimerais bien qu'il y soit, mais d'un autre côté, la groupe AFDJ est en train d'amorcer sa reconstruction avec un groupe de néo-pros que j'ai vraiment envie de voir avec des responsabilités sur la Vuelta, et ce sera le cas en plus cette année, donc pas cette année pour David Gaudu. Euh, Moi, je me pose la question de ses objectifs en corrélation avec sa manière de courir. David Gaudu sait gagner des courses, il en a gagné, alors pas des masses non plus, mais on l'a déjà vu lever les bras sur le Dauphiné, lever les bras sur la Vuelta, on l'a vu faire de très belles courses. La question pour moi est de savoir qu'est-ce que lui a envie. Est-ce que lui, il a envie de jouer le classement général et sur le Tour de France parce que je suis français, je suis de la groupe AFDJ et on a cette tradition maintenant depuis quelques années d'être le porte-drapeau du classement général pour les Français. Dans ce cas-là, ne fais rien d'autre. Fais-toi un programme à la Vingard. Va pas te faire chier. En plus, tu vas tomber malade sur les classiques belges du printemps. Fais-moi Paris-Nice. Fais-moi le Tour du Pays Basque, comme tu l'as fait cette année. Tu étais à chaque fois avec Vingard en plus. Tu as même réussi à le battre sur l'une de ses courses. Et après, tu arrives tu vas faire ton stage en altitude et tu arrives très fort sur le Tour de France. Cette année, je pense qu'au niveau de la prépa, on s'est trompé côté groupe AFDJ. Au-delà Il de, l'avait reconnu au Dauphiné. Hein. au-delà Et on s'est trompé sur de quoi, David selon Gaudu, vous? mais Du tout le fait monde de était pas, faire tous les un. mecs du, tous Ils les les mecs ont du trop fait stage bosser, étaient, ils ont dit. mais oui, tous Ok. les mecs du stage en altitude, ils n'étaient pas en forme. Kevin Genietz, Valentin Madouas, David Gaudu, ils étaient tous cata. Même Thibaut Pinot, qui sortait de 3 semaines de Giro, était plus en forme qu'eux. Il faut dire aussi les choses. Ils se sont trompés. Je pense qu'ils vont apprendre. Comme vous l'avez dit tous les deux, je pense que c'est une très bonne chose de continuer d'insister avec le classement général. David Gaudu a ça en lui. Tu sens que c'est ce qu'il a envie de faire. Il a envie de se faire la peau pour essayer d'accrocher les meilleurs. Il n'est pas celui qui va qui va tenter des grands raids. Il n'est pas celui qui veut jouer des étapes sur un grand tour. C'était le David Gaudu d'avant. Le David Gaudu d'aujourd'hui, c'est celui qui veut aller faire des gros résultats sur les classements généraux. Alors évidemment, aujourd'hui, à 27 minutes du vainqueur du Tour de France, tu te dis que c'est peut-être un peu ridicule. Mais moi, j'aime bien ceux quand même qui ont de la suite dans les idées, qui croient en eux, qui croient en leur Mm. équipe. J'ai l'impression qu'on est tous raccords côté Groupama FDJ. Alors on va continuer. Je trouve ça bien. Par contre, va pas, si tu veux performer sur les grands tours, regarde ce que font les autres à côté. Tu n'es pas Pogacar. Regarde ce que fait Vingard, par exemple. Lui ne se disperse pas. On a beaucoup reproché à Jumbo, à Roglic, à Ouais, mais ça, Vingard de ne ça pas les Polo, avoir vus. ça marche quand tu gagnes le tour. Pour Ah oui, Godu, mais si c'est pour aller viser un top 5 et que tout le reste de la saison il est transparent, on va lui reprocher aussi. je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend de la manière dont tu vas chercher ton top 5. Et moi, je pense que quand tu fais une quatrième place, tu peux quand même viser au moins un podium. Évidemment, je ne te dis pas d'aller chercher Vingard et Pogacar. Ça n'arrivera, je pense, jamais dans la carrière de David Gaudu. Par contre, aller chercher Adam Yates à la troisième place, je pense que c'est pas déconnant. J'ai souvenir d'Adam Yates sur le Tour de Romandie, où il est vraiment pas loin de se faire choper par un Thibaut Pinot. Il est pas intouchable, Adam Yates. Et David Gaudu le sait, je pense beaucoup mieux que nous. Moi, je crois vraiment en lui. Juste par contre, acte toute ta saison sur le Tour de France. Va pas risquer
de te blesser comme l'a fait un Pogacar, va pas risquer d'attraper malade comme toi tu l'as fait cette année. Pardon, comme Vingegaard choisit tes courses et surtout, fais une meilleure prépa, et après tout pour moi, tout est possible. Pour un Il y a podium, pas pour plus, ça on est d'accord. Il faudra Je voir aussi si David Gaudu va voir ailleurs sur les grands tours. Il est question de plus en plus du Tour d'Italie, qu'il a pour l'instant jamais fait. Est-ce que David Gaudu va vouloir aller, faire un Giro pour, jouer, potentiellement un «podium plus facile» entre guillemets sur le Giro avec moins de concurrence? On a vu que cette Mmh. année, la densité de coureurs qui voulaient le podium sur le Tour, elle était quand même exceptionnelle. En l'espace de 3 semaines, on a dit à un moment que c'était pour Jane Lay, ensuite on a dit que c'était pour, Simon Yates ou, peut-être, Carlos Rodriguez, et ensuite finalement c'est pour Adam Yates. Il y a 4 coureurs qui ont pu y prétendre très sérieusement à cette troisième place. Le problème, c'est que David Gaudu n'en a jamais fait partie, donc peut-être qu'il ira sur le Giro un jour. Moi, j'aimerais bien le voir se tester sur une autre course, surtout si le parcours du Tour, pardon, l'an prochain, ou dans 2 ans lui correspond pas du tout, bah, ça vaudra peut-être le coup. Et peut-être qu'au niveau sponsor, ce sera plus facile que quand c'était Thibaut Pinot qui voulait aller sur le Giro. Parce que Mmh. Thibaut Pinot, c'était, peut-être un peu suis pas plus la sûr de tête ça. d'affiche, un peu plus une star, j'ai envie de dire, niveau sponsoring, que David Gaudu. Donc peut-être que David Gaudu, même si c'est évidemment le leader de l'équipe aujourd'hui, peut-être qu'on le laissera un peu plus, aller sur le Giro qu'avec Thibaut Pinot où c'était toujours, un petit peu, Ah, il en a une bagarre il en a pour envie Pinot en pour y tout aller. cas, David Gaudu, de découvrir des nouvelles courses. Je vous ai mis un sondage, auquel vous êtes en train de répondre depuis maintenant 5 minutes. Je vous ai posé la question: Gaudu en 2024 doit faire Giro, classement généraux, plus Vuelta, classement général. Tour de France, classement général uniquement, ou les étapes Giro et Tour de France? Vous êtes assez partagé. Vous dites à 62 quand même de viser le classement général sur le Giro et sur la Vuelta. Ouais, moi je trouve pour moi, c'est un aveu d'impuissance terrible. Sur le Giro, tu vas te taper, je sais pas, Pogacar l'année prochaine et sur la Vuelta, tu vas te taper Remco Evenepoel et tu vas perdre et au meilleur des cas, tu feras podium. Est-ce que c'est ça que tu Et as est-ce que tu vraiment vas envie pas de te taper faire? un Remco qui aura fait le Tour de France? Ouais, mais Remco qui a fait le Tour de France, je pense que sur, 3 semaines d'un grand tour, surtout sur la Vuelta, je pense Mmh. qu'il sera meilleur que David Gaudu, quoi qu'il arrive. Il y David a un Gaudu, truc, Polo. faut pas non plus le surestimer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui sont meilleurs que lui aussi. L'année dernière, il finit 4e, à la lutte, qui n'était même pas une lutte avec, Geraint Thomas, et devant des coureurs qui, n'étaient pas au niveau de ceux qu'on a vus cette année. Mmh. Donc, quitte à faire ça, autant te battre sur le Tour de France, parce que l'objectif, il sera le même. Je suis pas sûr que si tu t'alignes avec, un Pogacar, un Roglic ou un Evenepoel sur un autre des grands tours, tu, Attends, on sait pas encore si Pogacar fera le Giro l'année prochaine. ouais, bah, au pire, il y aura Roglic, hein. Tu vois Gaudu battre Roglic? Non, mais justement, je te parlais d'un podium. Ouais, mais un podium, il peut le faire sur pour moi, il peut je te dis, comme je te disais tout à l'heure, il peut le faire sur le Tour de France aussi. Oui, mais un mec qui fait 9e du Tour, c'est si l'année prochaine il y a les mêmes mecs, et je dis pas, je pense que l'année prochaine il refera le Tour et ce sera logique. En revanche, Il s'il y arrive aura pas toujours les pas à aller mêmes chercher l'année le podium prochaine. sur le Tour, Il y aura Evenepoel en plus. voilà, s'il arrive pas à aller chercher un podium sur le Tour l'an prochain, moi ça me paraîtra pas absurde d'aller essayer sur un Giro, sur Et une puis Vuelta. Pour l'instant, il l'a jamais fait. Il y a un David petit Gaudu, il élément a positif 26 quand ans, même. il est dans l'année de ses 27 ans. David Gaudu, il a encore jamais fait le Giro. Pour moi, ça me paraît pas dingue qu'il commence à se poser la question. Il y a un petit élément positif quand même, les gars, cette année, qui est passé un peu plus inaperçu pour David Gaudu, c'est son chrono. Là où on disait dans le chat, je voyais, il va prendre 10 minutes par Remco Evenepoel. Bon, si on prend la référence Remco Evenepoel, il met 10 minutes à beaucoup de monde, Remco Evenepoel. Après, il en met pas 10 à Pogacar ou Vingegaard. Mais sur ce chrono, David Gaudu, parmi les favoris de ce Tour de France, devant lui, il y a Vingegaard, évidemment, Pogacar, évidemment, il y a P.O. Bilbao qui a fait un sacré chrono, Simon Yates aussi, Adam Yates. Mais Simon et Adam, ils sont vraiment juste au-dessus, vraiment, vraiment pas loin. Simon Yates termine à 2,58 de Jonas Vingegaard. Adam termine à 3,12 et David Gaudu termine à 3,31. On a quand même un élément de satisfaction de voir que David Gaudu, en contre-la-montre, commence à avoir une certaine progression. On savait qu'il n'était pas catastrophique, mais au moins on a ça, surtout que l'an prochain, on aura un contre-la-montre final. On n'arrive pas à Paris, on a un contre-la-montre final à Nice, ce sera la dernière étape. Et apparemment dans le chat, c'est ce que je pensais, mais dans le chat, je l'ai lu aussi, c'est qu'on aura un autre contre-la-montre pendant le Tour de France, en En tout théorie. cas, Ce sont des c'est rumeurs. possible. C'est Pour possible. l'instant, voilà, on n'en sait rien.
Oui, et Mais en puis tout cas, le contre-la-montre est un peu moins un élément d'interrogation pour David Gaudu. moi, j'ai quand même l'impression, et Stradri le disait très bien dans le chat tout à l'heure, qu'il est quand même très, très, très dépendant, du parcours. Aujourd'hui, sur ce contre-la-montre, en tout cas, il s'en tire parce qu'il y a que 22 bornes et parce que, la moitié de ce contre-la-montre est en montée. Alors évidemment, quand on a vu la perf de Gaudu sur ce contre-la-montre, on s'est dit: «Ah, c'est pas mal», parce qu'on avait vu ce qu'il avait fait, ces 2 dernières semaines et c'était vraiment pas au niveau. Par contre, de là à dire, Godu a progressé en contre-la-montre, Godu, du coup, ne perd plus autant de temps que les autres sur contre-la-montre. J'attends de voir sur un parcours un peu plus classique où il y aura 50-60 bornes de contre-la-montre et à mon avis, j'imagine que l'année prochaine, ce sera le cas. Donc, évidemment qu'il a des objectifs peut-être un peu hauts, un peu surélevés par rapport à ses capacités. Mais ces objectifs, ils nous permettent au moins une chose en tant que coureur français et fan des cyclistes français et de la Copa FDJ, c'est d'espérer et de vibrer ne serait-ce qu'un petit peu. Heu, Quand on sort de Paris-Nice cette année, on se dit que David Gaudu va jouer le podium sur le Tour de France, les doigts dans le nez. Regardez où est-ce qu'on en est, 3-4 mois plus Et tard. c'était On a logique besoin de penser ça à ce moment-là. et c'est logique, mais on a besoin aussi nous, nous suiveurs français, d'avoir ce porte-étendard. On parlait tout à l'heure, et quelqu'un dans le chat se posait la question de qu'est-ce qui se passe pour la Groupe FDJ si David Gaudu va faire le Giro? Qu'est-ce qui se passe sur le Tour de France? On, Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer sur le Giro, là? Bah, sur le Giro, il va faire quoi? Un top 5? Non, mais Heu, si tu emmènes Gaudu sur le Tour et il y a plus Pinot, il y a plus Démare, oui, bah, tu tant qu'à emmènes quel choisir, leader sur le Giro? que ce soit moi dans la position de suiveur ou que ce soit eux dans la position du sponsor, je pense que le choix, il est quand même vite fait entre les 2 tours pour aligner son coureur, leader et l'un de ses favoris Je donc sais pas, je sais pas. Regarde ce qu'ils ont pris aujourd'hui, cette année, sur le Tour comme critique pendant 3 semaines. Dès la première semaine où David Gaudu était déjà un peu largué et pas vraiment dans le match pour le podium. En fait, tout le long de ce Tour de France, Groupama FDJ, ils ont dû se justifier de jouer le général. Ils ont dû, au début, ils ont eu les critiques sur: «Il faut libérer Madouas et Pinot». Ensuite, ils ont eu les critiques sur, «Gaudu, il est 9e, c'est pas du tout ce qu'on avait annoncé». Ensuite, ils ont eu les critiques sur: «Ah ouais, mais vous dites qu'il fait les mêmes chiffres que l'année dernière, comment ça se fait qu'il est si loin du coup?» Enfin, en fait, c'est contre-productif. OK, ils ont mis leur leader et leur meilleur coureur sur le tour, mais si c'est pour faire ça chaque année, et je dis pas que ce sera le cas, et je souhaite vraiment que David Gaudu l'année prochaine soit plus haut dans la hiérarchie, mais à mon avis, ça vaut pas le coup. Si c'est pour avoir autant d'attentes et faire ce résultat-là, c'est plutôt contre-productif d'avoir emmené ton meilleur coureur sur le tour. Voilà donc pour, David Gaudu. En tout cas, on a bien fait le tour. On avance sur, un homme qui nous a fait vibrer pendant ce Tour de France, c'est, Thibaut Pinot. Malgré, l'absence de victoire d'étape, en tout cas, il y a des images qui resteront et notamment, celle-ci dans le petit ballon, l'avant-dernière ascension du Tour de France et désormais donc Thibaut Pinot va se tourner, sur le Tour de Lombardie. Et en fait, sur le Tour de Lombardie, quand on regarde la start list, il y aura Remco Evenepoel qui sera présent. Donc Remco Evenepoel sortira de la Vuelta. Et donc, bah, Je reviens, il faut potentiellement. que j'aille chercher un truc. vas-y. Toi, tu me fais peur. Ah oui, oui, je sais ce qu'il va aller chercher. Et donc, sortir de la Vuelta. Et bon, la dernière fois qu'il est sorti de la Vuelta et qu'il s'est aligné, il a été champion du monde. Donc, Polo, on imagine qu'il sera plutôt en forme. Mais pour toi, est-ce que ce Thibaut Pinot, avec cette forme-là, a une chance de gagner le Tour de Lombardie? Parce qu'après, il y a Henrik Mas, David Godu devrait y aller, Ben Eli, Bauke Mollema. Et en fait, il y a pas une start list qui est incroyable comparée à d'autres années, quoi. Oui, on va quand même attendre de voir, ceux qui ont pris l'habitude de performer sur ce genre de course, savoir s'ils participent. Voilà, Thibaut Pinot va faire, le Tour de Lombardie. La start list est encore très floue, hein. Il y a quand même un grand tour, à jouer et presque 3 mois, hein, d'ici le Tour de Lombardie. Heu On va se calmer Regarde quand chercher le même. classement, hein. On adore Thibaut Pinot. Il va faire un beau baroud d'honneur, sur le Tour de Lombardie. Il va aller peut-être choper un beau top 10, ce sera déjà très beau. Et puis on sera déjà content. On sera content de l'avoir vu, sourire sur ses routes préférées. Il sera beaucoup fêté, par les mêmes mecs qu'on voit sur la photo, sur ta photo Joseph, qui seront, aussi, à Bergame pour le Tour de Lombardie pour sa dernière course.
voilà, je pense qu'on serait déjà content OK. sportivement de le Donc c'est un voir, non, de le c'est voir un faire un non top pour toi, 10. mon Polo. C'est un Non, non non, pour non, toi. non. Mais je comprends. Mais pour le moment, c'est un non, mais t'attends. T'attends en tout cas, mais je comprends. On est à 3 mois quand même. Je rappelle, c'est en octobre, Ah oui. le Tour de Lombardie, et c'est pour ça que je comprends tout à fait. Vas-y, Robin. Et la question, c'est quoi? C'est est-ce que Pinot va gagner le Tour de Lombardie? Ouais, exactement. Je pense pas. Après, quand tu vois le niveau qu'il avait sur le Giro, s'il est à ce niveau-là, il est un candidat. Après, il y a quand même un garçon qui s'appelle Tadej Pogacar. S'il va sur le Tour de Lombardie, bon, bah, tu es dans la merde pour gagner. Et puis, il y Non, aura Tadej, il d'autres. a envie de se reposer là. Après, ce que j'aimerais bien, c'est voir un Thibaut Pinot qui puisse être acteur sur ce Tour de Lombardie, un peu comme ce qu'on a vu sur la 20e étape du Tour, en fait. Ce qui compte, c'est pas tant qu'il ait gagné ou pas, c'est qu'il parte en étant acteur. J'espère qu'il y aura aussi assez de supporters pour le supporter là-bas. On sait que d'ici 3 mois, l'euphorie, elle peut être un peu retombée. Ce ne sera pas en France. Ça nécessitera vachement plus d'organisation quand même pour aller le voir là-bas. Donc j'espère qu'il aura les adieux qu'il mérite. Et en tout cas, peu importe, j'ai envie de te dire ce qui se passera autour de Lombardie. Évidemment que s'il gagne, c'est un truc de dingue, c'est absolument exceptionnel, mais on se rappellera quand même très très longtemps de cette étape au Markstein. Et même s'il traverse le Tour de Lombardie anonymement, c'est pas très grave parce qu'il nous restera quand même un énorme moment de sa dernière saison et de son dernier Tour de France. Et je vous ai ramené là, je voulais vous montrer, je vous en avais parlé dans une émission le week-end dernier, le gant de Thibaut Pinot. Je l'ai montré aussi à Winamax, peut-être que vous Faut que tu l'aviez le vu. centres un peu plus. Ok, je vais le mettre à la place de ma tête comme ça là. Voilà, très bien. Et reste derrière. Bon, j'espère que ceux qui regardent Winamax l'avaient peut-être vu. J'espère que ceux qui sont en podcast, vous aurez moyen d'aller regarder la vidéo un petit moment pour l'apercevoir. C'est donc le gant du Tour de France 2012 de Thibaut Pinot, le premier où il gagne à Port-Rentruy. Il reste dessus la morve, un peu de saleté, tout ce qu'il faut. Donc voilà, vous pouvez voir peut-être là quand je le mets en gros plan. C'est une de mes reliques que je garde dans ma chambre d'adolescent que C'est j'ai beau. ramené là chez moi exceptionnellement pour vous le montrer. Donc voilà, il nous restera de toute façon des souvenirs et des petits objets de Thibaut Pinot, peu importe ce qui se passe en Lombardie. C'est beau ça. Un joli gant. Ouais, c'est vrai que tu le garderas longtemps. Et celui-là, je peux te dire que dans 50 ans, ce sera un objet de très très grande valeur. Tu pourras le vendre très cher, mon cher Robin. Je sais pas si ça va se conserver. Je sais pas Non, mais si un faut jour pas il le va se vendre faire bouffer surtout. par les mythes ou un truc comme ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Donc voilà, il nous reste 5 minutes avec YouTube, les amis. On restera ensemble sur Twitch. Après, on coupera pour YouTube. Et si vous voulez continuer à suivre la FAQ, notamment, faudra se diriger vers le replay Twitch, les amis. Mais du coup, la dernière question que je voulais poser sur YouTube, les gars, c'était à propos de Mathieu Van Der Poel. Parce que, en fait, Mathieu Van Der Poel, sur ce Tour de France, a été presque un simple lanceur de Jasper Philipsen. On l'a vu partir en échappée sur certaines étapes, pas celle qui lui convenait le mieux en plus. Est-ce que c'est un Tour de France qui... c'est dur de dire raté parce que c'est un choix en fait apparemment de la part de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que vous voulez enfin, est-ce que déjà c'est un Tour de France raté? Voilà, on va le dire clairement comme ça. Est-ce que pour vous c'est un Tour de France raté? Est-ce que vous voulez revoir Mathieu Van Der Poel sur le Tour de France si c'est pour être un lanceur de Jasper Philipsen? Qui veut y aller le Ouais, premier, Paul et Robin? Polo. je pense que la première raison pour laquelle c'est un Tour de France raté pour Van Der Poel, c'est qu'il n'était pas au niveau. Contrairement à ce qu'on nous a dit, ou en tout cas, ce sera surprenant que ce le soit, son pic de forme n'était pas prévu pour le Tour de France. Visiblement, son pic de forme est prévenu pour un peu plus tard, au niveau de début août, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'étais surpris du niveau de Mathieu Van Der Poel, notamment après toutes les déclarations de lui et de son équipe en disant qu'il arrivait en forme et que c'était l'un de ses gros objectifs de la saison. Mais quand on sait qu'il a eu le printemps qu'il a eu et quand on sait qu'il y a les Worlds juste après, c'était peut-être un peu le piège parce que moi, j'ai pas vu le Mathieu Van Der Poel fantastique qu'on a pu voir sur beaucoup d'autres courses. Pourtant, il avait l'air plutôt en forme, notamment sur le Tour de Belgique quelques jours, quelques semaines avant ce Tour de France. Mais là, clairement, moi, il y a des étapes où pour moi qui lui convenait. Alors certes, tout ne lui convenait pas sur ce Tour de France, mais il y en a quand même des étapes qui lui convenaient, notamment celle où on l'a vu à la bagarre, c'était à l'arrivée, arrivée à Bourg-en-Bresse, Poligny, non à Bourg-en-Bresse, je pense, je confonds les deux à chaque fois. Mais voilà, il était pas au niveau. Il n'était pas au niveau et je pense qu'il est dans la tête, il a en tout cas, j'espère pour lui, d'autres objectifs et je pense que c'est une conclusion qu'on peut faire pour Wout van Aert et aussi pour Julien Philippe à des niveaux différents, mais en tout cas dans la psychologie qui pour moi est la même.
c'est que Van der Poel était loin de son meilleur niveau. C'est pour ça qu'il s'est transformé en lanceur pour Philipsen et que s'il avait été, ne serait-ce qu'à son niveau de début de saison, je pense qu'il aurait claqué, une étape minimum. Mmh. C'est un peu la conclusion que je me fais de son Tour de France. Robin? Ouais, j'étais un peu déçu quand même. Moi, je veux bien entendre l'argument des championnats du monde, mais ça n'empêche pas de jouer les étapes et on l'a vu, Wout van Aert aussi, il prépare les championnats du monde et pourtant il a pas gagné d'étape, OK, mais il a joué la gagne sur certaines étapes, que ce soit sur des sprints, sur des étapes de montagne. Sur le chrono, il est 3e. Enfin, on n'avait clairement pas le Wout van Aert habituel, mais on avait un Wout van Aert, qui était là pour jouer les étapes. Mathieu Van Der Poel, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, c'est pas évident parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étapes pour son profil. Quand c'était trop dur, bah, il passait pas. C'était le cas notamment à Belleville-en-Beaujolais où il était dans l'échappée mais où il gagne pas. Et quand c'était trop facile, il était contraint de faire l'équipier pour Jasper Philipsen, qui était en plus sur un nuage et qui Mmh. enchaînait les victoires au sprint. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'être frustré à la fin du tour. Paulo l'a dit, il fait un printemps magnifique, Mathieu Van Der Poel. C'était peut-être le meilleur coureur du printemps avec Tadej Pogacar. Et tout ça pour, sur le Tour de France, nous gratifier de deux échappées en haute montagne où on sait que ça va servir à rien et deux échappées qui ont un peu de sens mais qui n'aboutissent pas non plus. Moi, je trouve ça en deçà des attentes quand même. Et j'espère qu'il va réussir sur un prochain Tour de France à remettre, à retrouver un niveau plus convenable parce que finalement, le Tour de l'année dernière, c'était déjà Kata, il avait abandonné sur l'étape du Granon. Le Tour précédent, il avait certes pris le maillot jaune et gagné une étape, mais après ça, il n'avait pas été non plus exceptionnel. Donc pour l'instant, l'histoire de Mathieu Van Der Poel avec le Tour, elle est quand même contrastée. S'il gagne le maillot de champion du monde au mois d'août, on aura sûrement tout oublié, mais moi j'espère quand même qu'on va avoir droit à un Van Der Poel un peu aérien sur le Tour de France. On a eu des très beaux Tours de France de Wout van Aert, de Julien Lafilippe et d'autres coureurs de classiques, c'est pas incompatible. Donc à Mathieu Van Der Poel d'en faire autant. Et Ouais. d'ailleurs, je vous affiche très rapidement le profil qui sera pour les mondiaux, parce que on le rappelle, c'est juste après le Tour de France, c'est placé de manière un peu différente, étant donné que ce sont des mondiaux globaux. Et donc, on a un circuit c'est un circuit de 14 km à boucler 10 fois, où certains sprinteurs peuvent passer. Et je vous ai mis un sondage, c'est vrai qu'il y a même Philipsen qui est présent, mais bon, je ne pouvais pas mettre tous les noms avec Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel, Pedersen et en mettant autres, sachant qu'en France, par exemple, il y a Laporte et Alaphilippe, mais on pourra se poser la question dans la FAQ juste après avec Alaphilippe notamment. Vas-y, Polo, je te laisse terminer. Non, moi je pense on a fait le tour sur Van Der Poel, et je pense on peut tirer les mêmes conclusions, comme je le disais pour Van Aert, et pour Julien Fils, même si Van Aert a Mhm. été beaucoup plus actif, hein. Là, je rejoins quand même Robin. Van Aert, n'a pas été le plus grand Van Aert qu'on a vu sur un Tour de France et ce depuis longtemps. Mais du coup, par parler de Julien Philippe, ça m'amène peut-être à la dernière question, Joseph, de cette vidéo Grand YouTube. débrief du Tour de France. Le grand débrief du Tour de France, c'est le Tour des Français, plus globalement. On a beaucoup parlé de Gaudu. Il n'y avait pas que David Gaudu sur le Tour, il n'y avait pas que Thibaut Pinot, non plus. Mhm. Aujourd'hui, le meilleur résultat d'un Français, au classement général, c'est 9e, même si tu en as 2 derrière lui. Le compteur d'étapes, il n'a pas dépassé 1 avec une belle victoire de Comme l'an Super Lafay, dernier. certes, mais qu'une seule victoire d'étape. Derrière, ça a été, mauvais, très, très mauvais même, puisqu'aucun Français ou très peu ont été en position de jouer la gagne sur ce Tour de France. J'ai Le seul qui s'en est peut-être le plus rapproché, et je suis peut-être pas objectif, mais c'est Thibaut Pinot, au Markstein, voire Warren Barguil. Pierre Derrière, il n'y a pas Latour un aussi, moment. mais bon. Pierre Latour, il est loin. Il est loin, il est en deuxième échelon de cette course. Mathieu Burgodeau a fait de belles choses, mais pareil, deuxième échelon. Au-delà du bilan comptable qui est pas bon, mais on peut quand même s'en accommoder. Surtout qu'en plus de ça, au-delà des coureurs, il y a eu de beaux résultats pour AG2R, pour Cofidis, les autres équipes françaises. Bah, moi, je trouve que dans la manière, c'est pas brillant. On n'a jamais été en mesure, de jouer la victoire pour une étape. On a très peu vibré finalement, côté français. Heureusement qu'on a eu beaucoup d'autres, éléments pour vibrer sur ce Tour de France, mais côté français, on n'a pas vraiment pu et ça me pose une question que Raph pose aussi dans le chat. J'ai l'impression finalement que quand on regarde, un par un, que tout le monde est à son niveau et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Robin, mais finalement, on peut être déçu,
sur le plan comptable, mais est-ce qu'on s'attendait à beaucoup, beaucoup mieux? Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour ça que moi, je suis pas spécialement déçu. Je suis très content pour Victor Lafay. On aurait pu en gratter une autre avec un petit peu de réussite, grâce à un Burgodeau, ou grâce à un Thibaut Pinot en échappé. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'opportunités que ça. Et finalement, c'est des cycles. L'époque où on avait Warren Barguil, Thibaut Pinot, Julien Lafilippe au top, et bah, tu claquais plusieurs étapes par Tour de France. Tu avais parfois même le maillot jaune pendant un certain temps, un maillot distinctif à l'arrivée avec Barguil ou Bardet, par exemple. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais tu vois qu'on limite quand même la casse. On fait une victoire d'étape, on fait 2 coureurs dans le top 10. Je pense pas que ce soit catastrophique. Et on sait très bien que ça peut repartir à la hausse. Mais si tu prends les 20 dernières années, ça a toujours été un peu en dents de scie. Et finalement, il faut accepter que ce ne sera pas toujours très régulier et c'est le cas pour tout le monde. Même tu prends une équipe comme Jumbo-Visma qui arrive certes à gagner le Tour cette année, ils gagnent qu'une seule étape, alors que l'année dernière, ils en gagnent 5 ou 6. Bah voilà, même eux finalement peuvent se dire qu'à ce jeu-là, ils sont déçus. Et je reprends l'expression de Polo en plus. Franchement, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec ça. Et en plus, comme dit Polo, j'ai l'impression aussi que les coureurs sont plutôt à leur place. On n'attendait pas une victoire de Brian Cocard au sprint. On n'attendait pas une victoire de David Gaudu face à Pogacar et Vingegaard sur les étapes de montagne. On n'attendait pas vraiment de victoire de Julien Lafilippe vu sa forme depuis plusieurs mois. Si, Donc si. finalement, il n'y a pas de grande surprise non plus à se dire que ces gars-là Ah, n'ont pas Paul, il gagné sur le attendait Tour. la victoire d'Alaphilippe. Bah, quand tu gagnes, comme tu le gagnes en plus au Dauphiné, tu peux te dire que Julien ne fera pas du Julien 2019 ou du Julien 2018. Mais Julien était, je pense, et on l'a vu quand même, que dans Oui, les c'était jambes, possible, mais c'est c'était pas non possible. plus une attente de Et dingue, le quoi. problème, c'est ça, c'est que là où d'autres coureurs, ont eu des bons de sortie, de baroudeurs, nous, on n'a jamais été, dans les coups. Je suis pas sûr que Yannis Aguirre soit 1000 fois meilleur que nos coureurs français. Je suis pas sûr que Casper Asgreen, ce Casper Asgreen-là, soit beaucoup plus fort que nos Français. Que Pello Bilbao, Chris Neylands, Ben O'Connor, tous ces gars-là, je sais pas, Georges Zimmermann, je pense, je réfléchis un peu aux baroudeurs qu'on a beaucoup vus et qui ont plus ou moins tous gagné ou performé. Bah, tous ces gens-là se sont joués la victoire d'étape à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu frustré. Et par rapport à l'année dernière, tu as quand même t'as la lutte pour le classement général avec Gaudu l'année dernière qui attire finalement ton attention côté français. Cette année, tu n'avais ni l'une ni l'autre. C'est pour ça que certes, tu es frustré. Oui, voilà, Woodpulse, Kwiatkowski, t'as pas un Français dans ce lot-là, quoi. C'est un peu frustrant. Il y en a un Euh, qui aurait pu être des vrais chasseurs d'étapes qui, depuis quelques années, nous montrent des trucs intéressants. Je pense à Clément Champoussin, je pense à Aurélien Paré-Pinte, des mecs, Champoussin qui avait brillé sur la Vuelta il y a 2 ans, Aurélien Paré-Pinte qui avait fait un top 15, je crois aussi. Aujourd'hui, Paré-Pinte, il a 27 ans. Ces mecs-là, ils finissent assez loin. Lulien Calmejane, bon, il est plutôt en fin de carrière, mais en signant chez Intermarché, on pouvait se dire qu'il aurait passé un nouveau cap. Mais c'est vrai qu'on voit assez peu finalement de coureurs, vous me dites si je me trompe, mais qui ont vraiment progressé cette année sur ce Tour de France, sur Godot. à part Burgodo. Voilà, mais derrière, en regardant cette liste-là, Simon Guglielmi avance. Nance Peters aurait pu être un sacré chasseur d'étapes, mais finalement, c'est un Tour de France où on l'a un peu moins vu. Bon, il a été présent pour Galles, mais quand on regarde cette liste-là, Tout on à se fait. dit, bon, bah, il n'y a pas Ouais, beaucoup Bah, de progression. Clément dans Berthet, c'est cette pas liste, dégueu. les seuls qui font un bon tour, bon, il y a Lafay qui n'est pas dans la liste parce qu'il n'a pas terminé. Laporte fait un bon tour dans son rôle et Burgodeau. Et allez, Clément Berthet aussi qu'on a vu un petit peu. ouais. Les autres font Et c'est pas. pour ça que Après, quand vous dites, et je comprends, vous dites ils sont à leur niveau, est-ce qu'ils ne sont pas un tout petit peu en dessous aussi de leur niveau et de ce qu'on peut attendre d'eux dans l'activité, etc. Après, il faut prendre les mecs les uns après les autres, etc. C'est dur d'en faire une globalité. Bah, Ça, il y en ça, a quand même je certains, on sait l'entends. qu'ils sont plus dans leurs meilleures années, tu vois. Tu Ouais. prends Pinot, Barguil à la Philippe, on est au courant que c'est pas le Barguil de 2017 ou le Pinot à la Philippe de 2019. c'est ceux que Tu tu vois le prends plus. Gaudu Martin, ils sont cantonnés à un rôle un petit peu au classement général où tu sais que pour les étapes, ça va être très compliqué. Et en plus, les deux, je trouve, moi, m'ont un peu déçu au classement général. Même si Martin s'en sort bien avec une 10e place, il a longtemps été derrière cette 10e place. Donc finalement, les vraies déceptions que j'ai en fait dans cette liste, je te disais, il n'y en a pas beaucoup qui font un bon tour,
Mais il n'y en a pas beaucoup qui font un mauvais tour non plus. Moi, le seul qui m'a déçu, enfin les deux seuls qui m'ont déçu, c'est Godu et Madouas. Allez, rajoutons Guillaume Martin et un peu Romain Bardet qui a abandonné en cours de route. Les trois Français qui jouent le général m'ont déçu, plus Valentin Madouas. Les autres, ils m'ont ni déçu ni fait un tour exceptionnel, quoi. Oui, et puis On n'attendait rien, mais je suis quand même déçu. il faut aussi dire qu'il y a rien non plus d'alarmant, surtout quand on voit la génération qui arrive. Cosnefroy, pas un tour dingue non plus, il faut dire. Non, ça c'est sûr. Mais tu vois, quand on pense à Romain Grégoire, à Lenny Martinez, à Kevin Vauquelin, il y a plein de noms de coureurs français qui vont arriver forts et qui vont taper du poing sur la table aussi pour essayer de nous refaire gagner de belles étapes, voire mieux pour certains de ces coureurs. Donc voilà, on a une très belle génération qui arrive, il y a rien de grave. Et comme le disait Robin, c'est peut-être aussi une question de cycle et qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite cette année. Allez voir notamment la performance des Néerlandais au classement général depuis quelques temps. Vous verrez que c'était pas non plus fou, hein, depuis Tom Dumoulin. Je regardais ça la dernière fois, là, j'étais tombé dessus, notamment sur le classement général des Néerlandais cette année. On n'est pas non plus trop à plaindre, notamment au vu de ces C'est vrai. dernières années, Bah, quoi. les Espagnols aussi, hein. Carlos Rodriguez, ça y est, arrive, mais ils ont Pas eu de des vainqueur depuis moments, Contador, hein. ils ont eu des moments compliqués. Et Carlos Rodriguez, il pouvait se dire que c'est pas mal, mais est-ce que c'est un mec qui peut vraiment aller Les titiller Italiens, mais bien sûr, les meilleurs? Les Italiens, c'est ce que Voilà. j'allais dire, et Raph le dit dans le chat, les Italiens depuis Aru, c'est catastrophique. Bah ouais. Non, non, c'est clair. Enfin C'est bref. clair. Pas mal les Belges, par contre, hein. Pas dégueu les Belges. Donc voilà pour ce grand débrief du Tour de France sur YouTube. Les amis, comme je le répète, restez avec nous, les gens de Twitch. Je mets un petit carton fin pour que Polo n'ait un peu moins de montage à faire, mais restez Vraiment. vraiment avec nous. Et on dit au revoir à YouTube et on revient vraiment juste après sur Au Twitch, revoir les amis. On YouTube. dit au revoir à YouTube. Au revoir à Au revoir YouTube. YouTube.